La réflexion que j'entame aujourd'hui est quand même fortement en lien et va être très utile pour ma thèse de doctorat, qui, comme Émilie l'a dit, va porter sur les visages de la République dans l'œuvre d'Émile Zola, à la fois l'œuvre littéraire et journalistique. Donc, vraiment voir quel personnage, quelle situation porte la République, l'incarne. Donc, et vous aurez remarqué une petite illustration sur la première. C'est pas une erreur, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que ça veut dire en temps et lieu. Donc, voilà. Zola a beau se réclamer de la plus stricte objectivité scientifique, il n'en demeure pas moins un romancier, bien plus qu'un historien. La critique de l'époque ne s'est pas gênée pour souligner les anachronismes dans son œuvre, notamment au moment de la publication de Germinal. En effet, ceux-ci abondent dans les Rougon-Macquart, à un point tel qu'on peut vraisemblablement parler d'anachronie, d'une action narrative assumée, plutôt que d'une série d'erreurs de date. Cela ne devrait pas nous étonner, puisque cette œuvre se déroule sous le Second Empire et prétend en faire l'histoire. Comme il l'affirme dans la préface de La Fortune des Rougon, ces personnages, et je cite, racontent ainsi le Second Empire, à l'aide de leurs drames individuels, du guet-apens du coup d'État à la trahison de Sedan. Or, l'Empire s'étend de 1852 à 1870, alors que le premier roman de la série, La Fortune des Rougon, paraît en volume en 1871 et le dernier, Le Docteur Pascal, en 1893. C'est-à-dire que tous furent publiés sous la Troisième République. Donc, je vous ai donné ici quelques repères chronologiques sur lesquels je n'ai pas l'intention de m'étendre, mais en fait, c'est juste pour montrer l'espèce de décalage, le déphasage presque absolu entre la période racontée, entre la période où se déroule, en théorie, vous allez voir, la narration, et la période de production et de publication de l'œuvre. Donc, en fait, Zola commence en effet à écrire La Fortune des Rougon au début, vers mai-juin 1869, à peine un peu plus d'un an avant la bataille de Sedan, qui allait sceller le sort du Second Empire. La publication en feuilleton débute le 28 juin 1870, un peu plus de 2 mois seulement avant cette fatidique bataille. Donc, en fait, comme on va le voir, le roman va être réécrit par la suite, assez largement. L'édition qu'on connaît aujourd'hui n'est pas l'édition du feuilleton. Donc, en fait, on peut dire que toute l'œuvre, même au niveau de la rédaction, est postérieure à Sedan et à la chute de l'Empire. Donc, une question que je me suis posée, Zola pouvait-il totalement évacuer les préoccupations brûlantes contemporaines de la rédaction? Dans cette présentation, il s'agira moins de souligner les anachronismes que d'en évaluer la signification. Je tenterai donc de chercher les motivations, les raisons sous-tendant l'anachronie, le choix narratif de l'auteur. Sur le plan narratologique, je questionnerai la prise de distance de l'œuvre avec le temps historique. Comment l'écart se traduit-il? Quels régimes temporels sont inventés par la littérature? Sur le plan idéologique, je m'interrogerai quant à la charge idéologique, bien sûr, qui accompagne cette prise de distance avec le temps officiel. Donc, vous aurez reconnu presque certainement les termes utilisés dans l'appel de texte. Dans un premier temps, je présenterai certains des anachronismes les plus frappants en montrant que ceux-ci sont parfois délibérément ajoutés par Zola dans des éditions subséquentes de ses textes qu'il retravaille. Ensuite, je proposerai des pistes d'explication. Il semble clair que Zola souhaitait éclairer tout autant une époque révolue que l'actualité la plus récente, la plus brûlante. Ce fut là un moyen privilégié de participer au débat de son époque, en dépit de son apolitisme sans cesse réaffirmé, de son mépris ouvertement affiché pour la joute politique quotidienne. Enfin, je postulerai que c'est dans ce dialogue caché entre Empire et République que se loge et se déploie, en partie, ce que Zola entend par République dite naturaliste ou scientifique, dont il parle abondamment dans son œuvre critique. On se rappellera la célèbre formule « La République sera naturaliste ou elle ne sera pas ». Donc, j'ai identifié pour vous les anachronismes principaux. Je suis loin, bien sûr, de prétendre à l'exhaustivité. Mon but est d'illustrer mon propos. Donc, en lisant attentivement les Rougon-Macquart, on remarque une sorte de glissement temporel. En effet, Zola évoque souvent la Troisième République, alors que l'action se déroule sous le Second Empire, je l'ai dit.
comme le souligne René-Pierre Colin, l'historien ne pourrait évidemment pas reconstituer une histoire fidèle du règne de Napoléon III à partir des romans de Zola, qui n'hésite pas à y introduire des réflexions sur des sujets contemporains de la rédaction et non de la narration officielle, du temps officiel de la narration. Et Colin évoque donc une singulière dérive, une collision du passé et du présent. Donc, vous avez quelques exemples ici. Donc, le premier, pour Germinal, roman paru en 1885, dont l'action se déroule officiellement en 1866, le romancier s'est inspiré de deux fusillades survenues en 1869, la fusillade du Brûlé et la fusillade d'Aubin. Dans la première, considérée comme un événement fondateur du mouvement ouvrier en France, l'armée tira sur la population de la Ricamarie et tua 14 civils à la suite de l'arrestation d'un groupe de mineurs grévistes. Dans la seconde, l'armée tira sur des ouvriers grévistes d'une compagnie ferroviaire, la Compagnie de Paris-Orléans, faisant 14 morts et 22 blessés. Mais la source principale de Zola est la grande grève des mineurs d'Anzin. En 1884, 40 000 mineurs de la Compagnie des mines d'Anzin, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, font la grève pendant 56 jours, aboutissant à l'autorisation des syndicats en France par la loi Waldeck-Rousseau, votée le 21 mars 1884. J'espère avoir bien prononcé ce nom, Waldeck. Donc, et Zola lui-même s'est rendu à Anzin du 23 février au 2 mars pour la documentation de son roman. Dans tous les cas, il est donc anachronique de placer en 1866 un mouvement ouvrier français qui n'existe pas encore à cette date. Deuxième exemple assez évident, Dans la Terre, roman excessivement déprimant, paru en 1887, dont l'action se déroule de 1860 à 1869 approximativement. Zola évoque la crise agricole qui ne débute qu'en 1880 et bat encore son plein au moment où Zola écrit et publie son roman. Et en fait, paradoxalement, le Second Empire, selon mes recherches, est une période de grande prospérité pour les agriculteurs. Troisième exemple, L'Argent, paru en 1891, se déroule de 1864 à 1867, mais Zola s'y est largement inspiré des scandales financiers de son époque, dont le scandale de Panama, lié à la construction du canal, survenu à partir de 1889, et surtout la spectaculaire faillite d'une banque appelée l'Union Générale, qui eut lieu en 1882. On pourrait citer de nombreux autres exemples, mais je me contenterai de terminer avec le cas extrêmement intéressant du premier roman de la série, La Fortune des Rougons, dont j'aurai à parler beaucoup dans cette présentation. Au cours de ces différentes réécritures, Zola ajoute des éléments appartenant à l'actualité la plus brûlante, soit celle de la Commune de Paris, qui commence, je le rappelle, vous l'avez peut-être vu tantôt, le 18 mars 1871, espèce de mouvement insurrectionnaire de la capitale. Donc, les Républicains, par exemple, deviennent les Rouges de l'édition Lacroix d'octobre 1871 à l'édition Charpentier de décembre 1872. L'édition Charpentier, d'habitude donnée pour 1873, je ne sais pas pourquoi, qui est l'édition qu'on connaît aujourd'hui. C'est l'édition de référence aujourd'hui. Entre ces deux mêmes éditions, les idées socialistes empruntées aux journaux par Antoine Macquart sont devenues des lambeaux d'idées communistes. Dans le feuilleton, le même Macquart rêve d'une commission républicaine dont il serait le chef, alors que dans le volume publié en octobre 1871, il pense à une commune dont il serait le chef. Donc, plus globalement, cet événement d'une actualité brûlante vient empiéter sur tout l'espace romanesque, au point où David Charles voit dans La Fortune des Rougons un roman de la Commune, alors que son ambition affichée est évidemment de raconter l'insurrection populaire contre le coup d'État bonapartiste du 2 décembre 1851. Donc, le roman semble donc raconter à la fois la naissance du Second Empire et sa chute. Voilà. Donc maintenant, il s'agit vraiment de plonger évidemment dans le vif du sujet, d'aller aux sources de l'anachronie, de chercher les raisons qui l'expliquent, la justifient, la sous-tendent. Une première conclusion semble claire. Zola refuse de s'enfermer dans le cadre chronologique restreint qu'il s'est pourtant lui-même imposé. Il souhaite être capable d'aborder et de critiquer autant les travers de l'Empire que ceux de la République. Pour reprendre la formule de René-Pierre Colin,
Cette singulière dérive, cette collision du passé et du présent, manifeste parfaitement le désir d'éclairer tout autant une époque révolue que l'actualité la plus récente. Zola est à l'écoute de son temps. La chute du Second Empire, que Zola n'attendait pas si rapidement, de son propre aveu, est venue modifier son projet. Je postule qu'il pensait initialement traiter l'Empire comme un sujet d'une actualité brûlante, comme un ennemi qu'il pourrait contribuer à abattre. Or, après Sedan, il n'était évidemment plus question de lutter contre celui-ci, mais de prendre acte de son écroulement. Bien plus, cependant, dans le premier roman de la série, Zola pouvait désormais, dans l'esprit du lecteur, superposer à l'histoire du coup d'État le souvenir récent des représailles de la Commune, grâce notamment aux modifications déjà mentionnées qu'il apporta au texte entre le feuilleton et les différentes éditions en volume. Voilà. Pour Sylvie Torel, l'assassinat de Silver à la fin du roman peut désormais être vu non seulement comme le crime sur lequel s'est édifiée la fortune de la famille Rougon et, par métonymie, celle du Second Empire, mais aussi comme le crime sur lequel s'est édifiée la fortune de la République bourgeoise, de la Troisième République. Il s'ensuit enfin, écrit Torel, un formidable effet de répétition qui donne plus de force à ce déroulement romanesque d'une pensée de l'histoire en cours d'élaboration. L'anachronisme, ici, loin d'être une erreur, redouble et renforce la narration d'événements associés au Second Empire. On a affaire à une utilisation pleinement stratégique de l'anachronie qui amplifie la critique en plus d'assurer la contemporanéité de l'œuvre. Et donc là, peut-être que l'illustration commence à prendre un peu son sens. Je vais vous la remettre à la fin. Voilà. Donc, la préface de La Fortune des Rougon, datée du 1er juillet 1871, date significative, car la République est fragile, n'ayant pas encore établi sa légitimité, évoque ainsi la chute de l'Empire. Depuis 3 années, je rassemblais les documents de ce grand ouvrage, et le présent volume était même écrit, lorsque la chute des Bonaparte, dont j'avais besoin comme artiste, et que je trouvais fatalement au bout du drame, sans oser l'espérer si prochaine, est venue me donner le dénouement terrible et nécessaire de mon œuvre. Celle-ci est, dès aujourd'hui, complète. Elle s'agite dans un cercle fini. Elle devient le tableau d'un règne mort, d'une étrange époque de folie et de honte. Donc, pour Torel, les circonstances ont donc transformé la nature du roman en rendant anachronique sa visée militante et même pamphlétaire. De politique, il semble devenu historique. Cependant, Zola y trouve une nouvelle source de légitimité. En affirmant que le cycle, dès la conception du premier volume, à la fois appelait et présupposait un événement historique donné pour son dénouement, il indique la possibilité d'une circulation entre l'œuvre et la réalité dans laquelle elle prenait place. La Fortune des Rougon est donc une œuvre à la fois prémonitoire et anachronique. Suivant un mouvement circulaire, Zola fait ainsi de Sedan et de la Commune à la fois l'aboutissement et le socle des Rougon-Macquart. Il peut déduire de la convergence de l'œuvre et de l'histoire la possibilité qu'avec le soi-disant cercle fini du Second Empire coïncide la suite qu'il inaugure. À la Fortune des Rougon répondra donc La Débâcle, avant-dernier roman de la série, paru en 1892, qui porte sur les événements ayant permis, par anticipation, le parachèvement de ce qu'on est bien fondé à appeler le cycle. David Charles souligne une autre dimension du problème. Les communards eux-mêmes racontent le Second Empire, puisque la Commune est une conséquence immédiate de la chute de l'Empire, la queue de l'Empire, sa résultante, comme l'affirme Zola dans une lettre du 26 janvier 1872. Il me semble possible de formuler ici une hypothèse. Zola ne craint pas l'anachronisme lorsqu'il évoque des suites, des conséquences du Second Empire qui, par hasard, pourraient se dérouler après la bataille de Sedan et donc après le Second Empire, après sa fin. Dès que l'Empire en est à l'origine, il se sent en droit d'en parler dans sa série. Donc, pour donner un exemple que je n'ai pas encore donné, le roman Au bonheur des dames, et le 10e de la série, je pense, raconte l'histoire d'Octave Mouret qui fonde un grand magasin, qui va devenir de plus en plus grand tout au long du roman, qui s'appelle Au bonheur des dames. Et un des modèles principaux de Zola est un magasin réel au bon marché. Et en fait,
au bon marché, dans la réalité, l'agrandissement et l'évolution de ce commerce a pris beaucoup plus longtemps que ce que Zola voudrait laisser croire. Et en fait, l'évolution et l'agrandissement du magasin s'est poursuivi des années, voire des décennies après le Second Empire, après 1870. Donc, en fait, pour respecter son cadre chronologique, Zola doit accélérer l'histoire, faire comme si l'agrandissement et l'évolution de l'entreprise, qui prennent des décennies et continuent bien après 1870, étaient arrivés à terme en 1869, date donnée comme la fin officielle du récit. Donc, en fait, c'est ça. En fait, pour Zola, c'est, si je peux me permettre une formulation personnelle, une période, c'est plus qu'un début et une fin très marquée. Dès qu'une tendance est née à ce moment-là, on est dans le Second Empire, peu importe la date officielle. Comme les grands magasins, en fait, c'est ça. Ce qui semble primer pour Zola, c'est que la naissance des grands magasins date effectivement du règne de Napoléon III. Donc, c'est quand même une conception quand même intéressante des périodes historiques. En somme, alors que la série des Rougon-Macquart ne cesse de désapprouver et de critiquer l'empire de Napoléon III, une lecture fine révèle que c'est aussi la République que Zola dénonce. Ce chevauchement de l'Empire et de la République crée des distorsions historiques, factuelles et anachroniques au sein de la narration, mais au-delà de ces erreurs, le romancier crée un monde où les deux régimes dialoguent. Surtout, cette superposition, au-delà du simple anachronisme ou de l'erreur apparente, prouve que la République nourrit toute l'œuvre romanesque zolienne, peu importe l'époque où elle a été écrite, l'époque où elle est censée se dérouler, l'époque officielle de sa narration. Mais au-delà de cette présence en creux, les multiples représentations et discours sur et autour de la République révèlent la cohabitation de positions contradictoires. Ainsi, il montre comment le roman zolien peut thématiser dans sa fiction et problématiser jusque dans le grain de sa narration la belligérance entre empire et république. En effet, alors que Zola défend corps et âme la République dans ses articles critiques, il glorifie dans ses romans l'intelligence pragmatique de l'homme politique ou d'affaires, sans scrupules, qui construit sa réussite sur la force et l'individualisme. Qu'on pense par exemple à Eugène Rougon, dans son Excellence Eugène Rougon, à Aristide Saccar dans La Curée et l'argent, ou encore à Octave Mouret dans Bonheur des dames dont je viens de parler. Fait à noter, ces trois personnages doivent leur succès au Second Empire, lui sont intimement associés au point d'en être pratiquement des incarnations. Eugène Rougon, le politique amoureux du pouvoir, a comme modèle Eugène Rouher ou Rouher, R-O-U-H-E-R, dont la position prédominante dans la vie politique des années 1860 lui valut le surnom de vice-empereur. Aristide Saccar, lui, a fait sa première fortune en spéculant sur les terrains à l'époque des transformations de Paris menées par le baron Haussmann. Octave Mouret, finalement, fonde un grand magasin, tendance dont nous avons vu qu'elle est née sous le Second Empire. Ceci a de quoi étonner dans une œuvre qui se veut une virulente dénonciation de cette période et de tout ce qu'elle représente. Bref, Zola n'en est pas à une contradiction près dans ses jugements, et je devrais évidemment m'intéresser à toutes ces contradictions dans le cadre de ma thèse. En conclusion, il semble donc clair que les glissements temporels dans les Rougon-Macquart, par leur abondance, relèvent bien moins d'erreurs du romancier que d'un choix narratif et idéologique. J'ai l'impression d'avoir dit souvent cette phrase-là. Narratif, car Zola, en s'inspirant délibérément d'événements contemporains à l'écriture ou en retravaillant son texte pour y insérer des termes renvoyant à une actualité plus récente, invente un régime temporel syncrétique où l'époque de la rédaction se superpose à l'époque de la narration. Idéologique, car la prise de distance avec le temps officiel de l'intrigue a une charge importante à cet égard. Elle permet à Zola de ne pas critiquer uniquement l'Empire désormais révolu, mais également la Troisième République et toutes ses mauvaises incarnations. La fortune des Rougon en est un exemple éloquent. Le romancier y évoque à la fois l'insurrection de décembre 1851 et la Commune de 1871. Je vous renvoie encore une fois à mon illustration. L'assassinat de Silver n'est pas seulement la tâche qui souille la pierre fondatrice des Rougon et de l'Empire, mais également la tâche qui souille la pierre fondatrice de la République bourgeoise. Il est également à noter que Zola n'hésite pas à aborder des conséquences du Second Empire qui se déroulent après Sedan. Dès que l'Empire en est à l'origine, il se sent en droit d'en parler dans sa série.
il n'aura qu'à comprimer les événements, à les anticiper, pour les faire entrer dans son étroit cadre chronologique romanesque. Plus globalement, nous avons vu que cette superposition entre deux régimes prouve que la République irrigue toute l'œuvre romanesque de Zola. Il semble probable que c'est dans ce dialogue caché entre Empire et République que se loge et se déploie, en partie du moins, ce que Zola entend par République dite naturaliste ou scientifique, dont il parle abondamment dans son œuvre critique. Son utilisation de l'anachronisme est donc pleinement justifiée par son programme littéraire, ainsi que porteuse de sens. Merci.